Après donc Lucas, c'est au tour de Clotilde Lègle de prendre la parole. Alors Clotilde va nous parler de l'inné et de l'acquis, la genèse et le devenir des galaxies. Clotilde, tu es arrivée l'année dernière comme astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris et à Sorbonne Université où tu enseignes. Tu travailles dans l'équipe Grande Structure et Univers Profond. Tu as auparavant effectué ta thèse à l'IAP dans le cadre du laboratoire d'excellence ILP, Institut Lagrange de Paris. Puis ensuite, tu es parti en postdoctorat à Oxford. Tes travaux portent sur l'étude et l'exploitation des propriétés des galaxies à haut décalage vers le rouge, entre Z entre 1 et 4, redshift de 1 à 4 pour ceux qui connaissent. La particularité de ton travail, c'est de croiser les observations les plus performantes aux simulations hydrodynamiques, en particulier, on va faire un peu de pub aux simulations hydrodynamiques d'horizon AGN, une des plus belles simulations des grandes structures de l'univers jamais réalisées, évidemment à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je fais un peu de pub. Et ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir maîtriser aussi bien les observations, leur traitement et les simulations. Donc je l'ai dit, le titre de ton intervention est entre l'inné et l'acquis, genèse et devenir des galaxies au sein de l'étoile cosmique. Et je te laisse la parole. Là, on m'entend? C'était en muet. Je pense. Alors, en psychologie, il existe une question très ancienne et qui, je crois, est encore ardemment débattue. La personnalité d'un individu va-t-elle être tout entière déterminée par l'inné, c'est-à-dire son patrimoine génétique, ou bien va-t-elle être façonnée par le contexte familial dans lequel il évolue, sa culture et ses interactions ultérieures avec les autres individus? Eh bien, pour les galaxies, c'est à peu près la même chose. Et ce soir, je voudrais vous emmener dans un voyage dans l'univers pour essayer de percer le destin des galaxies, donc comprendre les mystères, tout en démêlant ce qui en elles tient de l'inné, ce qui en elles tient de l'acquis. Alors ce voyage, pour moi, il a commencé lorsque j'étais étudiante en thèse ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et en particulier, je voudrais commencer par vous raconter une histoire. En mars 2016, je posais le pied pour la première fois et la seule fois jusqu'à présent à Hawaï, où j'allais en voyage professionnel avec d'autres chercheurs, et en particulier l'un de mes directeurs de thèse, Christophe Pichon. Et nous sommes montés à l'observatoire du Mauna Kea à 4200 mètres d'altitude. Alors, à cette altitude, l'air est raréfié et nous sommes en quasi-isolation au milieu du Pacifique, à l'abri de toute pollution atmosphérique et lumineuse.
Rien ne trouble le noir de la nuit, si ce n'est de temps en temps les lueurs du Mauna Loa à 30 km d'altitude, à 30 km d'ici, qui est un volcan en activité. Et durant ce séjour, je suis entrée pour la première fois, parce que j'ai une formation plutôt théorique, dans 2 des télescopes qui sont à l'observatoire du Mauna Kea, le CFHT et le Subaru. Et cette expérience, qui est somme toute assez banale, a été pour moi pourtant, je pourrais le dire, déterminante pour ma carrière d'astronome, parce qu'à ce moment, j'ai pris conscience que notre compréhension de l'univers ne va progresser que par l'enrichissement mutuel entre une observation attentive du ciel et des modèles théoriques solides. Et donc ce soir, je voudrais vous emmener en cheminement avec moi pour essayer de démêler les mystères de l'univers tout en observant attentivement le ciel et en nous appuyant sur des modèles théoriques qui tiennent la route. Et nous allons commencer notre voyage en entrant dans le Subaru et en essayant et en regardant le ciel avec les yeux du télescope. Et je voudrais vous partager cet émerveillement qu'on éprouve lorsqu'on voit le ciel tel que le télescope le voit. Alors, ici, donc, ce que vous voyez, donc, vous voyez ces gros points lumineux que vous voyez qui sont un petit peu élargis, ce sont les étoiles de notre galaxie qui sont élargies par la turbulence atmosphérique, mais ce sont des objets ponctuels. Et puis vous voyez également cette bande laiteuse qui est également constituée par des étoiles de notre Voie lactée que l'on voit par la tranche. Et puis nous allons zoomer sur cette petite partie du ciel, le champ Cosmos, qui est un petit champ qui fait 2 degrés carrés sur le ciel, donc qui est vraiment tout petit. Et au fur et à mesure que l'on zoome, on va superposer les images prises par le télescope. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'on zoome, on voit apparaître des millions d'objets sur ce petit champ, qui sont des galaxies aux formes et aux couleurs variées. Et nous allons nous arrêter sur cette magnifique spirale barrée. Alors, comme pour une foule d'individus, eh bien, dans cette foule de galaxies, d'une foule de galaxies, pas une ne ressemble à une autre. Taille, couleur, forme, elles sont toutes différentes. Et alors, ce qu'on voit, c'est un cône de lumière sur lequel est superposé à la fois les galaxies qui sont proches et les galaxies qui sont loin de nous. Et alors, comme lorsqu'on regarde un paysage, en général, les arbres les plus grands sont les arbres qui sont les plus proches de nous. Donc, on peut se dire que les galaxies les plus grandes, ici, sont celles qui sont les plus proches de nous. Donc, je ne vais pas me mouiller beaucoup en disant que les plus petites sont en général les plus loin de nous. Mais on peut faire beaucoup mieux pour estimer la distance de ces galaxies. Alors là, j'ai mis au bout de ces petites flèches blanches des petites galaxies donc, que je suppose être distantes, et vous voyez qu'elles semblent toutes rouges. Et alors, pour estimer leur distance, on va utiliser une feinte qui nous est offerte sur un plateau par l'expansion de l'univers lui-même. Du fait de l'expansion de l'univers, et on l'a entendu déjà précédemment, une galaxie distante nous apparaît rougie, et d'autant plus rougie qu'elle est distante. Et ceci va nous permettre de mesurer la distance de ces galaxies et de les cartographier en 3 dimensions. Et alors maintenant, petite devinette, est-ce que vous pensez que les galaxies sont les objets les plus gros que l'univers ait produits? Alors la réponse nous est donnée sur cette fantastique carte du relevé SDSS, où nous voyons donc la distribution des galaxies, la cartographie de la distribution des galaxies. Sur cette carte, chaque point est une galaxie. Et nous voyons que ces points ne sont pas distribués n'importe comment dans l'univers. On a des grands vides où il n'y a pas beaucoup de galaxies qui sont entourés par des murs qui contiennent davantage de galaxies. Ces murs se croisent dans des filaments qui sont encore plus denses en galaxies. Et ces filaments se croisent au nœud de cette gigantesque dentelle cosmique, là où résident les amas, qui sont les plus grosses structures tenues par la gravité que l'univers ait produit, qui contiennent des centaines, voire des milliers de galaxies. Alors, chacune de ces galaxies contient entre 10 000 et 100 milliards d'étoiles. Autour de chacune de ces étoiles orbitent potentiellement plusieurs planètes. Donc, essayez d'imaginer un peu le nombre de planètes potentielles sur cette image et qu'on ne verra jamais. Alors, ce soir, je ne vais pas descendre à l'échelle de la planète, et l'unité de base que je vais considérer, ça va être la galaxie. Mais qu'est-ce qu'une galaxie? Alors, quand j'ai commencé à étudier l'astrophysique, j'ai appris qu'une galaxie, c'était un disque d'étoiles, mais également de gaz et de poussière en rotation. Et ici, je vous présente deux galaxies spirales photographiées par le télescope Hubble, dont on a entendu parler par Hakim. Et alors, si on regarde ces galaxies,
on voit qu'elles sont plutôt bleues sur les bords et plutôt rouges au centre. Donc la couleur de ces galaxies nous est donnée par la couleur des étoiles qui les constituent. Et donc on sait qu'une étoile chaude, jeune, va émettre dans le bleu et une étoile moins massive et plus vieille va émettre dans le rouge. Donc on sait que ces galaxies sont constituées d'un mélange entre des étoiles jeunes et des étoiles rouges, mais elles forment encore activement des étoiles. Alors si on considère une galaxie comme une machine à former des étoiles, quel en serait le carburant? Eh bien le carburant pour la formation stellaire, c'est le gaz froid. Et donc là je vous montre une petite reconstruction sur ordinateur de l'effondrement d'un nuage de gaz froid. Il va s'effondrer et en s'effondrant, il va allumer des réactions de fusion nucléaire qui vont donner naissance aux étoiles. Alors ici c'est une simulation, donc c'est une reconstruction sur un ordinateur, mais on a fait également des mesures observationnelles pour mesurer à quel point, dans quelle mesure le taux de formation stellaire dépendait de la densité de gaz froid. Alors cette relation s'appelle la loi de Schmidt-Kennicutt qui est indiquée ici, on va la lire ensemble. Et donc vous voyez que plus on a de gaz présent dans la galaxie, plus le taux de formation stellaire, c'est-à-dire le nombre d'étoiles que la galaxie forme par an, est élevé. Alors, est-ce que toutes les galaxies dans l'univers sont des galaxies spirales? Eh bien non, et loin s'en faut. Alors déjà en 1926, Hubble, qui a laissé son nom dans l'histoire pour beaucoup de raisons, mais en particulier pour celle-ci, nous a laissé ce qu'on appelle la séquence de Hubble, ou diapason de Hubble, ou fourchette de Hubble, qui est une classification des galaxies selon leur forme. Je ne vais pas vous imposer la description exhaustive de cette classification, mais je voudrais mentionner cette classe de galaxies qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que l'univers évolue, qui est la classe des galaxies elliptiques. Alors, en regardant ces images, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui distingue une galaxie spirale d'une galaxie elliptique? Alors, je pense que vous êtes en train de le dire derrière votre écran, mais je ne vous entends pas, donc je vais vous donner la réponse. Ce qui distingue principalement ces galaxies, c'est l'orbite des étoiles à l'intérieur. Donc, vous voyez que pour une galaxie spirale, les orbites des étoiles sont très cohérentes. On va dire que la galaxie est dominée par la rotation, c'est un beau disque. Et pour une galaxie elliptique, les orbites sont beaucoup plus aléatoires, donc ça va former un sphéroïde dominé par les dispersions. Alors, on n'a pas que des galaxies spirales et elliptiques, et en particulier, je voudrais mentionner également la classe des galaxies irrégulières, qui est en particulier importante au début de l'univers, qui est une classe un petit peu fourre-tout, où on met les galaxies quand on ne sait pas classer ailleurs. Et alors, pendant longtemps, on s'est demandé dans quel sens allait l'évolution. Est-ce que la galaxie elliptique descend de la spirale ou la spirale de l'elliptique? Alors, un consensus commence à émerger dans la discipline, et pour que vous réalisiez qu'il s'agit en effet d'une séquence évolutive, je vais vous montrer un petit film qui est tiré d'une simulation qui a été tournée ici par des chercheurs de l'Institut astrophysique de Paris et en collaboration avec un laboratoire en Corée. Et donc vous allez voir qu'au début de sa vie, la galaxie est extrêmement irrégulière. Elle est très perturbée parce qu'en particulier, elle est alimentée par ces gros grumeaux qui sont en fait des galaxies un peu plus massives et qu'elle a du mal à digérer. Et au fur et à mesure de son évolution, elle commence à être alimentée par un matériel qui tourne toujours de façon cohérente, qui l'aide à construire cette belle spirale. Et alors, on ne le voit pas sur cette simulation, mais on suppose que d'ici 1 milliard d'années environ, cette galaxie spirale deviendra, par un ou des phénomènes sur lesquels on ne s'est pas encore mis complètement d'accord, deviendra une elliptique. Alors notre première énigme, c'est celle-ci, pourquoi les galaxies n'ont pas toutes la même forme? Mais ce soir, je voudrais approfondir avec vous une seconde énigme que je vais maintenant introduire. Si l'on revient à ces galaxies, on a mentionné que les couleurs des galaxies dépendent des populations d'étoiles qui les constituent, et on a vu que cette galaxie spirale apparaît plutôt bleue. D'accord, parce qu'elle a encore des étoiles qui sont très jeunes, elle forme encore des étoiles, et cette galaxie elliptique apparaît plutôt rouge, et en fait, elle ne forme plus d'étoiles, elle n'a plus d'étoiles jeunes. Alors, on va quantifier ça un peu plus précisément que juste par un regard, et en particulier, je vais monter sur mon télescope un spectrographe, et je vais décomposer la lumière, décomposer le flux de cette galaxie en fonction de la longueur d'onde.
Alors, c'est facile à faire pour voire une centaine de galaxies, voire un millier de galaxies, mais si j'ai 1 million de galaxies dans mon relevé, ça commence à devenir extrêmement coûteux en temps de télescope, donc je vais utiliser une technique qui est un petit peu plus grossière, mais qui marche quand même. Je vais regarder la galaxie à travers des filtres, et je prends un filtre bleu et un filtre rouge, et je mesure quelle quantité de lumière je reçois dans le bleu et dans le rouge. Et je vois que pour cette galaxie, eh bien, j'ai beaucoup plus de lumière dans le rouge que dans le bleu. Donc cette galaxie est en fait une galaxie rouge qui est en train de s'éteindre au sens où elle ne forme plus de nouvelles étoiles. On va dire qu'elle vieillit. Alors je vais faire ça pour une autre galaxie. Et donc, pour cette galaxie, vous voyez qu'on reçoit autant de lumière dans le bleu que dans le rouge, ce qui m'indique que cette galaxie bleue forme encore des étoiles. D'accord ? Elle est plus active que l'autre. Alors maintenant, je fais ça pour le million de galaxies dans mon relevé, et je vais mettre tout ça sur ce diagramme. Et ici, on voit, donc j'ai tracé la couleur de la galaxie, donc plus on est haut dans le diagramme, plus on a affaire à des galaxies rouges. Et ici, nous avons les galaxies bleues qui forment encore des étoiles, d'accord ? Et sur l'axe des X, j'ai mis la masse de la galaxie. Et donc, plus on va vers la droite, plus on a des galaxies massives. Alors, dans notre modèle de croissance des structures, c'est un modèle hiérarchique, et on est d'accord que pour faire une galaxie grosse, il faut que cette galaxie grosse ait d'abord été petite. C'est-à-dire que quand vous faites un bonhomme de neige, vous commencez par une petite boule de neige. Alors jusqu'ici, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais ça va me donner une clé pour lire ce diagramme. Parce que je vais essayer de regarder dans ce diagramme comment les galaxies évoluent. Et donc je vais partir vers la gauche du diagramme, parce que je pars des petites galaxies qui ont une faible masse. Et donc, vers la gauche, j'ai des galaxies bleues, d'accord ? Je n'ai pas de galaxies rouges ici, j'ai que des galaxies ici. Et donc, cette galaxie est bleue, donc elle forme des étoiles, donc elle va rester bleue et elle va grandir en masse, donc je vais me déplacer par là. Et puis, un ou des phénomènes dont on ne connaît pas encore l'essence, la nature, va transformer cette galaxie en galaxie rouge, c'est-à-dire va étouffer la formation stellaire. Et quand j'ai atteint ce point, il semble que je suis à un point de non-retour, c'est-à-dire que cette galaxie ne va plus grossir en masse et ne va plus redevenir bleue. Alors, il y a un autre chemin possible dans ce diagramme qui est le suivant. Je peux imaginer que cette galaxie bleue, par un phénomène dont je ne connais pas encore la nature, va devenir rouge. La formation stellaire va être étouffée. Puis, vous voyez qu'on peut éventuellement encore grandir en masse quand on est rouge. Alors, comment on fait ? Si on ne forme pas d'étoiles, comment on augmente la masse ? Eh bien, on peut augmenter la masse de la galaxie par une fusion. D'accord ? Mais vous voyez que, dans tous les cas, il y a un ou des phénomènes qui sont responsables pour l'extinction de la formation stellaire dans ces galaxies. Et cela m'amène à ma deuxième énigme, qu'est-ce qui éteint la formation d'étoiles dans les galaxies massives ? On va essayer de répondre à cette énigme ce soir, et pour répondre à cette énigme, il faut d'abord qu'on reprenne l'histoire de formation des galaxies. Alors cette histoire, savez-vous quand elle a commencé ? Alors j'entends certains d'entre vous qui me disent la réponse, certains d'entre vous le savent, cette histoire a commencé il y a 13,8 milliards d'années. À cette époque, l'univers était dense, chaud, homogène et le même dans toutes les directions, donc on dit isotrope. Et donc vous voyez ici une photo, donc c'est une vraie image, c'est une photo prise par le satellite Planck du rayonnement émis par l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Et alors sur cette carte, on a augmenté dramatiquement le contraste de densité de telle sorte à faire apparaître ces petits grumeaux. D'accord ? Donc ces petits grumeaux qui sont des petits grumeaux dans la température, mais qui sont également des petits grumeaux dans la densité. Il y a des petits endroits où il y a un peu plus de matière qu'à d'autres. Et alors pour vous rendre compte que l'amplitude de ces grumeaux est vraiment ridicule, donc c'est de l'ordre de 1 pour 100 000, vous imaginez par exemple la variation de taille d'une montagne qui fait 1000 mètres si on rajoute ou non un caillou de quelques centimètres en haut. D'accord ? C'est vraiment une variation minuscule. Mais la gravité est à l'œuvre et ces petits grumeaux vont grossir, donc ils vont attirer la matière qui est autour d'eux, ils vont grossir et grossir d'autant plus qu'ils sont gros, donc ils vont grossir catastrophiquement. Et en grossissant, ils vont donc former les structures qu'on observe aujourd'hui. Alors, pour être honnête, ce n'est pas ces grumeaux qui vont donner naissance aux galaxies, parce que donc, si on fait le compte de la matière ordinaire composée d'atomes que l'on connaît dans l'univers, eh bien, il ne reste simplement pas assez de gravité pour grossir ces grumeaux suffisamment vite pour donner naissance aux galaxies qu'on observe dès les premières centaines de millions d'années de l'univers. Donc, il faut quelque chose qui crée un excès de gravité. Et donc, cette matière qui n'est pas ordinaire, dans notre modèle concordant de cosmologie, on l'appelle la matière noire. Donc ici, nous avons une carte de la distribution des galaxies.
Et donc maintenant, à partir de maintenant, il faut s'imaginer que ces galaxies, elles sont plongées dans une quantité colossale de matière qu'on ne voit pas, qui est la matière noire. Et maintenant, quand on va considérer une galaxie, on va toujours penser qu'elle est à l'intérieur de cette boule de matière, ce halo de matière noire. Alors la matière noire, elle forme des structures sous l'effet de la gravité et on sait modéliser ça assez bien. Je vais vous montrer une petite animation de la croissance des structures. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, la matière est expulsée des vides vers les murs qui l'attirent sous l'effet de la gravité, et puis elle coule des murs vers les filaments, et puis des filaments vers les nœuds de cette dentelle cosmique. Cette dentelle cosmique que l'on ne voit pas, mais on voit des galaxies qui s'assemblent dessus. D'accord ? Donc on la devine. Alors, on a les halos de matière noire qui vont créer cet excès de gravité, mais ce n'est pas la matière noire qui fait les étoiles, d'accord ? On a vu au début que pour faire des étoiles, il faut du gaz. Alors ce gaz, où est-il ? Donc ici, nous voyons une distribution de galaxies. On se rappelle que ces galaxies sont à l'intérieur des halos de matière noire qui sont connectés par des filaments qu'on ne voit pas. Et alors si on imagine que dans chacun de ces halos de matière noire, au départ, il y avait un certain budget de gaz qui est utilisé pour former des étoiles, ce gaz serait consommé très vite et on formerait des étoiles très rapidement, et au bout d'1 milliard d'années, on se retrouverait avec des galaxies qui vieilliraient, qui ne formeraient plus d'étoiles parce qu'il n'y aurait plus de gaz. Donc, mais ce qu'on observe, c'est qu'à toutes les époques de l'univers, on a des galaxies qui forment encore activement des étoiles. Donc ce gaz doit venir de l'extérieur. Ces halos de matière noire sont constamment alimentés par du gaz. Alors, vous l'avez deviné, ce gaz, il est dans les filaments de la toile cosmique. Cependant, il est très difficile à détecter. Donc, on a construit des instruments spécialisés pour la détection de ce gaz. Et en particulier, je vais vous montrer à quoi ressemble cette image du ciel lorsqu'elle est vue à travers les yeux de l'instrument MUSE. Et vous allez voir, c'est magnifique parce que l'espace entre les galaxies est entièrement rempli de gaz, ici qui émet à la longueur d'onde Lyman alpha dans le bleu. Alors ici, on a une superposition en fait de plusieurs époques, donc les filaments sont superposés, donc on ne voit pas vraiment les filaments, mais je voudrais mentionner ce joli résultat qui a été rendu public cette semaine, notamment par une mesure qui a été faite notamment par des chercheurs en France, au CEA, qui ont détecté ce groupe de galaxies qui étaient alimentés vraiment par des filaments de gaz. Alors nous avons tous les ingrédients pour faire des galaxies. Nous avons le halo de matière noire qui va créer l'excès de gravité, donc qui va attirer de la matière. Et ce qui va se passer, c'est que la matière va en fait tomber sur ce halo comme si elle tombait sur un puits. D'accord ? Et donc la matière noire, mais pas seulement la matière noire, également le gaz qui est entre les filaments. Et donc le gaz tombe dans ce puits, il se condense, il peut tomber vraiment directement au centre du halo. Et quand il y a suffisamment de gaz, on commence à allumer les étoiles. Alors, vous vous souvenez de ce diagramme que j'ai montré au début, d'accord ? Le taux de formation d'étoiles dépend de la densité de gaz présent. Donc, si on résume, la masse du halo de matière noire va me donner le taux d'accrétion du gaz. Le taux d'accrétion du gaz va me donner la densité de gaz présent. La densité de gaz présent va me donner le taux de formation d'étoiles. Le taux de formation d'étoiles va me donner la masse d'étoiles. Donc, on s'attend à une bonne corrélation entre la masse du halo de matière noire et la masse d'étoiles dans la galaxie. Alors, est-ce que c'est ce qu'on obtient ? Donc, vous vous doutez bien que la réponse ne va pas être si facile. Donc, je vous montre ici la réponse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire correspondre la masse des galaxies dans les observations avec la masse des halos de matière noire dans les simulations, par exemple, pour obtenir cette relation. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail comment on l'obtient, mais on va lire le diagramme ensemble. Donc, je prends un halo d'une certaine masse, ici, qui fait à peu près 8 × 10 puissance 12 masses solaires, et je regarde sur la relation quelle masse de galaxie correspond, et vous voyez qu'on a une galaxie qui fait 2 × 10 puissance 11 masses solaires. Maintenant, je prends un halo qui est à peu près 30 fois plus massif, et je regarde quelle est la masse de la galaxie correspondante. Est-ce qu'on a une galaxie qui est 30 fois plus massive ? Non. On a une galaxie qui est seulement 2 à 3 fois plus massive. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va freiner la formation ou la croissance des galaxies dans les halos de grande masse. Et donc, vous voyez qu'on revient à la question initiale. Qu'est-ce qui éteint la formation stellaire, la formation d'étoiles dans les galaxies à grande masse ? Alors, vous allez certainement vous dire, on a fait un bien grand détour pour revenir à la même question.
Oui, mais ce détour n'était pas inutile parce qu'en nous posant la question, on s'est rendu compte que les galaxies étaient dans des halos de matière noire, que ces halos étaient connectés sur la toile cosmique et que les filaments de la toile cosmique étaient pleins de gaz. Donc, ce n'était pas inutile. Alors maintenant, on pourrait se dire, bon, mais très bien, c'est comme ça, et est-ce que ça vaut le coup de chercher plus loin? Alors, évidemment, je pense que ça vaut le coup de chercher plus loin parce qu'en essayant de comprendre ces changements subtils, on va peut-être découvrir d'autres choses encore sur l'univers. Alors, on fourmille d'idées et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et quelle est la faille dans notre raisonnement? Jusqu'ici, on a supposé que tout le gaz qui entrait dans le halo était du gaz froid qui allait être immédiatement utilisé pour former des étoiles. Mais que se passe-t-il s'il y a une fuite dans le réservoir? Par exemple, si une partie de ce gaz est expulsée, donc il ne peut plus être utilisé pour former des étoiles. Ou bien si quelque chose réchauffe ce gaz à l'intérieur du halo, et donc il le réchauffe tellement qu'il ne pourra plus jamais former d'étoiles parce que le délai de refroidissement va être par exemple supérieur au délai de réchauffement. Alors quel serait le monstre capable de faire ça à la galaxie? Eh bien ce monstre, nous l'avons trouvé, nous lui avons donné un nom, le trou noir supermassif. Alors ici, vous voyez une vision d'artiste d'une galaxie. En fait, c'est une moitié de galaxie, c'est une vision d'art moderne. Cette galaxie est sur la tranche, elle est alimentée par du gaz, comme on l'a vu. Et puis, marche plus le micro? J'ai représenté ici, d'accord. J'ai représenté ici un petit trou noir que j'ai appelé trou noir supermassif. On m'entend? Oui. Ok. Alors, ce trou noir, il vous semble tout petit. En fait, en effet, si vous tracez un cercle qui fait 1 km de diamètre, vous mettez un cheveu au centre, ça représente la taille de ce trou noir par rapport à la taille de la galaxie. Alors ça vous paraît ridicule. En effet, c'est ridicule, mais ce petit monstre fait quand même plusieurs centaines de millions de fois la masse du Soleil. Pourquoi il est important pour la galaxie? Eh bien, autour de ce petit trou noir va se former un disque d'accrétion. Alors, ce n'est pas le même disque que celui que vous mettez dans votre appareil à musique, parce que le disque d'accrétion autour de mon trou noir, eh bien, en fait, les éléments de gaz qui sont les plus proches du trou noir vont tourner le plus vite. Et il va se créer des frottements. Ces frottements vont libérer de l'énergie et réchauffer le milieu ambiant. Puis la matière est ionisée, donc elle va créer un champ magnétique qui va collimater des jets de matière à l'extérieur de la galaxie. Bref, cela semble assez nocif pour la galaxie. Alors, ce genre de phénomène, nous l'avons observé. Ici, je montre une image de Centaurus A. Alors, c'est à ne pas confondre avec Alpha du Centaure, qui est un système stellaire dans notre galaxie. Ici, Centaurus A, c'est une autre galaxie. Et vous voyez ces jets de matière qui sont l'effet de l'accrétion autour du trou noir supermassif. Alors, est-ce que c'est la solution à notre problème? En partie oui, en partie non. Alors, je dis en partie non parce qu'en général, lorsqu'on observe ces jets de matière, on observe également de la formation stellaire dans le disque. Et donc, si le trou noir est responsable pour le freinage de la formation stellaire dans la galaxie, il y a un délai entre les deux. Donc, on n'est pas très bien sûr de ça. Également, quand on implémente ces modèles dans nos simulations, on obtient en effet une population de galaxies qui ne forment plus d'étoiles, mais du même coup, on n'obtient pas forcément la bonne morphologie pour les galaxies. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, donc c'est encore à creuser. Et du coup, cela vaut le coup d'explorer d'autres possibilités. Alors essayons. Jusqu'à présent, on a considéré que, en fonction de la masse du halo, ce halo allait forcément accréter de la matière, d'accord ? Mais que se passe-t-il si, par exemple, ce halo est tellement massif que le gaz a une énorme énergie potentielle qu'il convertit en énergie cinétique quand il tombe, donc il est vraiment accéléré à de grandes vitesses, et en fait, il devient comme un avion supersonique, il va passer le mur du son, ce qui va générer une onde de choc qui va réchauffer le gaz. Alors ça, c'est un modèle qui marche bien. Une autre possibilité, c'est que le gaz autour du halo est déjà chaud, qu'il a une grande énergie thermique, et il n'arrive pas à bien converger sur le halo. Et enfin, jusqu'à présent, on a considéré que ce halo était tout seul. Mais que se passe-t-il s'il y a un gros halo à côté de lui? Les deux vont être en compétition pour l'alimentation, et en fait, c'est le gros qui va gagner, et la matière va être déviée vers ce gros halo. Alors vous allez me dire, ça marche bien pour les petites galaxies qui sont dans des petits halos, parce que du coup, il y a des grosses galaxies dans des gros halos à côté qui vont peut-être piquer la matière. Et qu'en est-il pour les grosses galaxies dans les gros halos? Rappelez-vous, on a dit les galaxies ne sont pas les objets les plus massifs que l'univers ait produits. On a également ces structures géantes qui sont les filaments, par exemple. Donc, on va regarder les galaxies dans les filaments. Alors ici, ce que je vous montre, c'est une image d'une simulation numérique.
On va s'appuyer sur la simulation pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la toile cosmique. Sur cette image, vous voyez vraiment un filament très massif, d'accord? Parce que, en fait, chaque petit grumeau noir sur l'image, c'est une galaxie. Et alors, on a des galaxies, voilà, qui sont dans des filaments plus gros qu'elles, d'accord? C'est assez clair ici. Puis on a également des galaxies qui sont plus grosses que les filaments auxquels elles sont connectées. Et alors ici, vous ne me croyez peut-être pas si je vous dis que cette galaxie est connectée à un filament, ça ne se voit pas très bien. Alors je vais changer le contraste sur cette image et vous voyez en fait qu'elle est en effet connectée à un petit filament. Alors si on résume, cette galaxie est dans son halo de matière noire, elle accrète du gaz. Ce halo de matière noire est à proximité immédiate ou non d'un gros filament éventuellement connecté à des petits filaments. Et ce gros filament est lui-même quelque part dans la toile cosmique, dans cette structure géante. Alors ça devient extrêmement complexe, on voit qu'il y a toute une palette d'environnements possibles pour ces galaxies, et on se demande si on va pouvoir tirer une conclusion. Alors, certainement pas une conclusion exhaustive, mais on va essayer d'examiner un peu plus en détail ce qui se passe, au moins pour ce filament. D'accord, donc je reprends, je vais prendre ce filament et je vais le couper par une tranche dans le sens de la longueur. En particulier, je vais prendre sa température. Alors, vous voyez que quand c'est rouge, le gaz est chaud, quand c'est bleu, le gaz est froid. Alors, c'est pas très froid quand même, c'est quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de degrés Kelvin, mais ça reste suffisamment froid pour que ce gaz puisse être accrété sur les halos. Et on va essayer de regarder ce qui se passe pour les galaxies en fonction de leur position par rapport au filament. Notamment, on regarde ces galaxies qui sont un peu en isolation et ne sont pas en compétition directe avec ce gros filament. Donc, on va supposer qu'elles accrètent de la matière. Elles sont alimentées correctement. Et puis en plus, si on regarde quelle est la température de la matière qu'elles accrètent, c'est du gaz froid, c'est ce qu'elles adorent. Donc gaz froid, formation d'étoiles, galaxie bleue. Maintenant, on va regarder ces galaxies qui sont dans le filament plus gros qu'elles. Et donc là, elles vont être en compétition directe avec le plus de potentiel créé par ce gros filament. Donc, elles vont être malnutries parce que le filament va capturer de la matière et donc ce sera moins de matière pour elles. Et de plus, la matière qu'elles reçoivent est potentiellement chaude, donc c'est très nocif pour leur croissance, gaz chaud ou effet de marée, donc moins de formation stellaire et les galaxies vont vieillir. Et en fait, c'est en effet ce qu'on observe, ce qu'on commence à observer dans les données qu'on prend sur des données réelles, d'accord ? On voit que les galaxies qui forment des étoiles sont en général à l'extérieur des filaments très massifs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas alimentées en gaz, d'accord, on l'a vu, mais elles ne sont pas en compétition directe avec ce gros filament. Et les galaxies qui sont passives, qui forment moins d'étoiles, qui s'éteignent, elles sont à l'intérieur des filaments. Alors la question n'est pas résolue pour autant. Ici, on a vu un aspect de ce qui pouvait se passer. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Et ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'en fait, il y a un petit peu un paradoxe, parce que ces gros filaments, c'est quand même là où il y a le plus de gaz. Mais en fait, ce n'est pas un environnement très favorable pour la croissance des galaxies. Et on a réussi à mettre ça en évidence. Alors maintenant, on voudrait vraiment mesurer ça précisément dans les observations. Avec nos instruments actuels, c'est difficile. Alors, aux grandes questions, les grands moyens, on va mettre en place de nouvelles missions pour mieux cartographier l'univers, avec 3 objectifs en tête: voir plus de galaxies, voir des galaxies qui sont plus loin, et voir mieux la partie encore invisible de l'univers visible, qui est le gaz entre les filaments. Donc on met en place des missions qui ne sont pas dédiées entièrement à répondre à ces objectifs, mais qui vont pouvoir également y répondre, et notamment je vais mentionner la mission Euclide, qui est chère à l'Institut d'astrophysique de Paris, parce que beaucoup de gens ici travaillent sur Euclide, avec un lancement prévu en 2022, et donc qui prévoit de cartographier une très grande partie du ciel, donc à peu près 1 milliard de galaxies. Donc on va pouvoir avoir une cartographie assez fine de cette dentelle cosmique. Et puis, je vais également mentionner les télescopes extrêmement larges. Alors là, je montre l'ELT, qui est en construction ici au nord du Chili, d'accord, dans le désert d'Atacama, avec une première lumière prévue en 2025. Ici, je l'ai mis à côté du VLT, qui est le télescope qu'on utilise actuellement. Alors, VLT, ça veut dire télescope très large, ELT, télescope extrêmement large. Vous voyez qu'on n'est pas très inventif sur les noms des télescopes,
Par contre, on est très inventif sur la technologie déployée dans ces télescopes. Notamment, l'ELT, il va avoir un miroir géant, un miroir de 40 mètres, ce qui va lui permettre de collecter beaucoup de photons pour observer plus rapidement des objets qui sont moins brillants. Voilà, par exemple, vous voyez ici la taille d'une voiture par rapport à la taille de ce télescope, pour vous donner un ordre d'idée des tailles. Et alors, comment on peut cartographier le gaz dans les filaments avec de tels instruments? Eh bien, nous allons fonctionner de cette manière, entre autres. Ici, vous voyez un objet brillant. Alors, c'est peut-être une galaxie, ou c'est peut-être une galaxie avec un noyau actif aussi. Et puis, nous capturons le flux de cette galaxie. Alors, je vous ai montré un flux de galaxies au départ. Là, c'est une version un petit peu stylisée. Et donc, très bien, tout est parfait. Mais que se passe-t-il si, entre la galaxie et le télescope, on a des petits nuages de gaz? Eh bien, ces petits nuages de gaz vont créer des raies d'absorption dans le spectre de cet objet à une longueur d'onde qui correspond à la position de ces nuages de gaz par rapport à nous. Donc, vous l'avez deviné, ces nuages de gaz, ce sont les filaments de la toile cosmique. Donc, que se passe-t-il si on n'a pas une galaxie, mais des milliers, voire des dizaines de milliers de galaxies? Eh bien, on va pouvoir reconstruire en 3D la distribution de gaz dans les filaments. Alors, je vais m'arrêter ici et je voudrais insister sur le fait que chercher à comprendre l'univers visible et en particulier chercher à comprendre les changements subtils dans les propriétés des galaxies, cela nous a amené à nous poser beaucoup de questions sur le contenu de l'univers lui-même, y compris sa partie invisible. Donc les galaxies sont des témoins privilégiés de l'univers et elles ont encore beaucoup de choses à nous dire sur les mystères de l'univers. Et pour terminer, voilà, je voulais vous montrer l'échelle des distances auxquelles on est confronté quand on fait de l'astrophysique. Donc en fait, pour passer d'un petit tiret à un autre, on multiplie la distance par 10. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clotilde. Moi, je voulais vous poser une première question avant de laisser la parole aux internautes. Tu nous as présenté très brièvement Euclide. C'est une grande part maintenant de ton activité d'astronome. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous en dévoiler un peu quel va être ton travail dans Euclide et pourquoi ces données vont particulièrement t'intéresser? Alors, Euclide, c'est vraiment une mission colossale. On va collecter énormément de données. Et alors, moi, je travaille principalement sur l'imageur VIS, qui va collecter des données dans les longueurs d'onde optiques, les longueurs d'onde, le domaine visible. Et en fait, quand on prend l'image avec le télescope, cette image est extrêmement polluée par toutes sortes d'effets. Donc, ça peut être des effets instrumentaux, ça peut être également des effets astrophysiques, comme les rayons cosmiques. Et pour pouvoir tirer une information pertinente de ces images, il va d'abord falloir les nettoyer. Donc il va falloir enlever ces rayons cosmiques, il va falloir corriger pour les imperfections du télescope, etc. Donc moi je suis impliquée, disons, en bout de cette chaîne, et en particulier je travaille sur la validation, on va dire, de la correction de ces images, du nettoyage de ces images. Et puis je suis très intéressée d'utiliser les données Euclide, notamment parce que en cartographiant toutes ces galaxies, eh bien, on va pouvoir donc on va mesurer leur position sur le ciel, puis on va également calculer leur distance par rapport à nous grâce au décalage spectral. Donc on va pouvoir faire une reconstitution presque 3D de la distribution des galaxies. On va pouvoir tracer les filaments de la toile cosmique, de cette dentelle cosmique. Donc on va pouvoir étudier précisément les variations des propriétés des galaxies en fonction de leur position dans la toile cosmique. Très bien, merci pour cette explication très claire. Ce sera un véritable défi de réussir à construire cette toile cosmique avec ces données, parce qu'effectivement, il y a loin des magnifiques données de simulation aux données réelles, et le traitement de ces données et le travail dans lequel tu collabores et contribues, ça va être un réel enjeu, et c'est impressionnant de voir à quel point tu vas travailler depuis les données jusqu'aux simulations, passant par la théorie. C'est assez impressionnant. Donc, juste, je voudrais mentionner qu'il y a une grande équipe à l'IAP, des chercheurs mais également des ingénieurs qui travaillent vraiment au nettoyage de ces données, à la préparation de ces données pour l'exploitation scientifique. Effectivement. Peut-être qu'il y a des questions des internautes. Maintenant, je vous laisse la parole.
Il y a des questions des internautes. Donc la première qui est une question blague, mais que j'ai quand même envie de partager, c'est on demande si entre les galaxies bleues et les galaxies rouges, il y a les galaxies vertes. C'est une bonne question parce qu'en effet, il y a des galaxies qu'on appelle galaxies vertes. Peut-être je peux revenir rapidement à mon diagramme au départ. Je ne sais pas s'il y a moyen de revenir plus vite, mais voilà, ce diagramme-là. Donc il y a le domaine des galaxies bleues qui est bien clair en bas, il y a le domaine des galaxies rouges qui est bien clair ici, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la vallée verte, qui est une vallée, alors les galaxies en fait ne sont pas vraiment vertes, on les appelle comme ça parce qu'elles sont entre le rouge et le bleu, mais en fait qui est ce domaine que les galaxies traversent quand elles sont en train quand leur formation stellaire est en train d'être freinée. Verte. Très bien. C'est pas vert. Alors, on a une question aussi sur, donc tu parlais de l'influence de la masse du halo de matière noire, mais du coup on se demandait dans le chat comment est-ce que cette masse elle était déterminée en pratique. D'accord. Pour des galaxies. Alors, observationnellement, dans l'univers réel, c'est difficile de déterminer la masse du halo de matière noire. Alors, on a certaines méthodes. Par exemple, on a entendu parler déjà durant cette soirée de l'effet de l'anti-âge gravitationnel qui va nous donner une indication de la distribution de matière. On peut également faire des mesures de l'agglomération des galaxies entre elles qui va nous donner une estimation pour un groupe, pour des galaxies d'une certaine masse, qui va être leur masse de halo moyen, d'accord? Mais on ne va pas pouvoir identifier directement quelle est la masse du halo de chaque galaxie. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'appuyer sur des simulations. Dans les simulations de matière, on arrive très bien à faire des simulations de matière noire et à reproduire une distribution en masse des halos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la distribution en masse des galaxies et la distribution en masse des halos. Puis je vais prendre la galaxie la plus massive dans mes observations et puis le halo le plus massif dans ma simulation. Et je vais les faire correspondre. Et ensuite, je vais prendre pas les plus massifs, mais ceux qui sont juste un peu moins massifs. Et je vais remonter comme ça en masse et je vais pouvoir construire la relation que je vous ai montrée précédemment. Merci. On a Ancelade qui demande si on arrive toujours à bien classer une galaxie dans une catégorie, par exemple entre les spirales et les spirales barrées. D'accord. Alors, c'est une bonne question. En fait, la classification que je vous ai présentée ici, elle est quand même très simplifiée. D'accord. Dans la séquence de Hubble, on a différentes classes pour les galaxies spirales, suivant qu'elles sont barrées ou avec un bulbe au milieu, par exemple. Attends, j'essaie de comprendre la question. Alors, la matière noire qui dirige la matière vers le centre des galaxies où se trouve un trou noir supermassif pourrait-elle être victime du trou noir et former un disque d'accrétion? Non, en fait, la matière noire ne peut pas former un disque d'accrétion parce que comme le gaz, le gaz peut refroidir et donc il peut se condenser et donc il peut atteindre des densités qui sont plus importantes que la matière noire. Donc on n'aura pas un disque d'accrétion avec la matière noire. Et on a encore une dernière question. Est-ce qu'on peut rappeler à quoi est due la forme de spirale des galaxies? C'est une bonne question. Alors, une réponse très simple, ça va être que dans une galaxie, les étoiles qui sont plus près du centre vont tourner plus vite. Donc, ça va en soi créer une spirale. Après, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Et notamment, la spirale, c'est peut-être plutôt dû à une onde de densité dans la galaxie. D'accord ? En fait, les étoiles qui vont traverser ces régions plus denses, elles vont être davantage compressées. C'est pour ça que ça va également allumer les étoiles. Et je ne sais pas, peut-être que Jean-Baptiste nous parlera davantage de la dynamique des étoiles dans une galaxie. Et si on a encore une question qui arrive entre-temps, est-ce qu'on sait combien on connaît de filaments? Alors, c'est une bonne question, mais dite comme ça, elle n'est pas forcément très bien posée. Parce que je vous ai montré qu'il y a des filaments à toutes les échelles. Donc déjà, il faudrait commencer par préciser à quelle échelle on regarde ces filaments. Et puis, plutôt de dire combien de filaments, on pourrait plutôt se dire combien de filaments dans un volume donné. Déjà, ça permettrait de préciser la question. Alors, évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Par exemple, ce à quoi je peux répondre, c'est on peut regarder les filaments
qui se connectent directement à la galaxie, donc les filaments à petite échelle. Et on sait qu'en général, les galaxies, elles sont connectées à 3 filaments. Voilà. Donc plus ou moins 3, mais c'est un nombre moyen. Bien, merci beaucoup. Ouais, on a une question dans la salle. Alors, comment se forme le gaz à l'origine des galaxies? Alors, je retransmets juste petit à petit. Alors, la question, c'est comment se forme le gaz à l'origine des galaxies et est-ce qu'il se renouvelle? D'accord. Alors, le gaz qui est à l'origine des galaxies, donc d'abord, en fait, donc, le gaz primordial, ça va être de l'hydrogène, d'accord? Et en fait, il se forme dès les premiers instants de l'univers. On a une soupe, on va dire, de protons et de neutrons, et à partir d'un certain moment, ils vont se combiner, ils vont former des atomes d'hydrogène. Et après, ce gaz va s'effondrer dans les halos de matière noire et commencer à former les galaxies. La question de est-ce qu'ils se renouvellent, c'est une bonne question, dans le sens où, par exemple, les galaxies elles vont accréter du gaz, former des étoiles, et puis ces étoiles vont, par exemple, éjecter du gaz. Il va y avoir des vents stellaires, et ce gaz va être enrichi en éléments un peu plus lourds, des métaux, on appelle ça, qui se sont formés à l'intérieur des galaxies. Et donc, en ce sens, le gaz est recyclé, parce qu'après, il peut retomber sur la galaxie, former d'autres types d'étoiles, parce qu'il est enrichi. Bien, merci. On va pouvoir regarder les dessins. Alors, hop. Alors, le premier dessin, c'est un dessin de Mel. Je ne sais pas si tu nous entends toujours. C'était sur l'intervention du doctorant tout à l'heure. Ouais. Eh bien, assume la blague. C'est parti. Vous m'entendez ou pas? C'est bon? Ouais, on On t'entend. t'entend, c'est bon. Donc c'était par rapport à l'intervention, juste avant cette conférence. Le conférencier a dit, voilà, plus on regarde de loin, plus on voit l'arrière de l'univers. Donc voilà, j'ai dessiné le cul de l'univers, vu par la planète qui essaie de regarder loin en fait. Voilà, voilà. Qui est un cul blanc et masculin, du coup. Un bon gros cul blanc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, le dessin d'après, qui est un dessin d'Agatha. Oui, nous avons Agatha qui nous a rejoint. Agatha, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Et on t'entend aussi, c'est parfait. Merveilleux. Encore un dessin sur l'intervention de Lucas, du coup, qui a énormément plu à la fois aux gens du chat et aux dessinateurs, apparemment. Alors oui, parce qu'il y a une référence au blog. Alors j'ai essayé de faire un autre dessin où quand on regarde dans le passé, avec les lentilles, mais clairement en 5 minutes c'était chaud. Donc voilà, j'ai fait un truc rapido avec un blob parce que la blobologie, j'ai trouvé ça drôle. Et alors, qui est Audrey Dussutour? Non, j'arrive pas à dire. Dusutour, je crois. Dusutour, je sais plus. Mais je sais que c'est Dusutour, tout à fait. C'est ça. Elle travaille sur le blob. D'accord. Et elle en parle dans des conférences, etc. Et elle est géniale. Excellent. Alors, on a ensuite un autre dessin de Mel, Oui. sur lequel il est Alors. écrit « Plus la galaxie est éloignée, plus elle est petite sur l'image, et plus elle est rouge. » Recule, Germaine. Oui, je rigole toute seule à ma connerie, mais c'est juste que je trouvais qu'elle avait vraiment une tête débile, la galaxie devant, elle est là genre coucou toute jeune, et derrière, en fait, plus elle s'éloigne, plus elles sont rouges, et puis l'autre elle est genre derrière, mais vas-y, dégage, Hermène, quoi, vas-y. Voilà, c'est débile, et moi ça me fait rire. Non, c'est très cool. C'est très très cool. Et puis en plus, c'est bien parce que juste après, on a un dessin à haut niveau intellectuel et de culture par Ça Agatha. contraste avec les conférenciers. C'est parti. Tu veux le voir, alors est-ce que tu veux nous dire qui c'est? Alors celui-ci, c'était moi qui l'ai fait et voilà, en bonne biologiste, Linné Laki. Bon, j'ai hésité à sortir des éthologues parce que c'est vrai que c'est plus mon domaine, mais voilà, Linné, c'était pour faire une blagounette sur ce cher monsieur qui est entre autres à l'œuvre pour tout ce qui est classification systématique du vivant. Voilà, une bonne blague. Qui plaît du coup énormément aux biologistes.
Et puis on a eu Valentine, bravo, qui a eu exactement la même idée que toi. Ouais, on a eu exactement les blagues de biologistes, quoi. Juste après, quoi. Et voilà. Et du coup, est-ce que la personnalité d'un individu est déterminée par l'inné? Eh ben oui, je le concède, vous m'avez démasqué, voilà. C'est les grands esprits. Excellent. Mais alors, c'était, voilà, il fallait connaître un petit peu, avoir un peu de culture, mais sur le dessin Oui, il fallait d'après, être toujours de intelligent et même. cultivé, quoi. Exactement. Le culturisme, toujours là. Mais, pour changer drastiquement d'ambiance juste après. Mais toujours des excellentes blagues. Il faut bien un petit quota humour de merde en fait dans les dessinateurs. Donc tout à l'heure notre conférencière a dit que les étoiles c'était notamment constitué de gaz et qu'il fallait beaucoup de gaz pour pouvoir condenser, donc pour pouvoir fabriquer une étoile. Donc j'ai fait un monsieur, et en fait vous pourriez réutiliser cet argument quand vous pétez pour vous excuser et dire en fait non, je ne pète pas, je fabrique de l'étoile en fait en ce moment. Voilà, donc les gens qui pètent en fait ce sont des gens qui sont de grands créateurs. Et il faut les remercier parce que sans eux, l'astrophysique et l'astronomie ne seraient rien finalement. Nous sommes des pousseurs d'étoiles et nous sommes des fabricants d'étoiles. Exactement. Eh bien, merci. Ce qui donne un autre dessin d'Agatha, cette fois-ci, sur les galaxies bleues et les galaxies rouges. Et pas les galaxies vertes. Et pas de Alors, galaxies vertes. il n'y a pas de galaxie verte, oui, désolée parce que j'ai fait le dessin avant, je l'aurais bien rajouté. Alors malheureusement, je travaille au feutre, donc c'est pas fou au niveau des couleurs, mais bon voilà, il y avait une rouge, une bleue, et à la base d'un observatoire, il y a un haut label bleu, haut label rouge, comme les feux d'artifice. Voilà, je m'étais dit que c'était une petite métaphore rigolote. Ensuite, un autre dessin de ta part que j'arrive à... Cette fois-ci sur les petits trous noirs supermassifs. Oui, alors là, j'ai vraiment chopé une phrase au vol avec le petit trou noir supermassif. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. Donc, bon, c'est très vite fait, hein, mais je l'ai fait en mode Popeye avec un tatouage maman et des gros biceps et prêt à en découdre. Voilà. Et tu as bien précisé que c'est une vue d'artiste, merci. Tout à fait. Ensuite, encore une référence Dragon Ball Z avec un autre dessin de Mel. Cette fois-ci sans blague de paix. J'attends qu'il apparaisse sur Twitch aussi. Ouais, donc c'est une galaxie bleue bouffeuse d'autres galaxies en vue d'artiste. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Boubou. Hein. Encore une petite référence à DBZ. C'est un personnage qui bouffe tout ce qu'il passe en fait et qui obtient les pouvoirs de ce qu'il absorbe finalement. Donc il y a une petite analogie avec nos galaxies à trouver, je trouve, dans ce personnage. Voilà. Extraordinaire. Et enfin, un dernier dessin d'Agatha, encore sur les galaxies bleues et rouges, un sujet qui a bien inspiré du coup. Alors oui, parce que ces histoires de couleurs selon l'âge de la galaxie, je pense que c'est ce qui a le plus marqué mon imaginaire. Donc j'ai fait une vieille galaxie rouge qui raconte une histoire à une petite galaxie bleue qui raconte une histoire du soir. Voilà. Mais c'est trop mignon. Ouais, elle est trop mignonne celle-là. Et du coup, Agatha, puisque tu nous as rejoint et que tu n'étais pas là avant, est-ce qu'on peut en profiter pour que tu nous dises où on peut te retrouver ailleurs sur Internet et qu'est-ce que tu fais à part des petits dessins? Écoute, avec grand plaisir, merci beaucoup. Je suis Agatha, je dessine assez régulièrement voilà, pour le Café des Sciences dans des événements comme celui de la Nuit de l'Astronomie, mais je suis, comme Valentine, une sale biologiste et moi je suis éthologue de formation, donc je passe beaucoup de mon temps à parler d'animaux, notamment sur le site qui s'appelle Le Nid de Pi. Et où il y a aussi des dessins forcément, puisque dessiner des animaux c'est bien, et voilà.
et nous ont mis déjà tous les liens des sites de nos artistes. Donc merci aux modérateurs.